Je vais demander à tout le monde d'éteindre leur micro, s'il vous plaît. On va commencer dans quelques minutes, ça ne sera pas bien long. On attend encore quelques personnes à se connecter. Merci. Bonjour tout le monde, donc ici Mireille Barakat, je vous souhaite la bienvenue à la conférence web intitulée Transmission du SRAS-CoV-2 par les enfants d'un point de vue biaisé. Peut-être juste demander à tout le monde d'éteindre leur micro, je vais essayer de le faire. Ok, je pense que c'est fait, désolée. D'un point de vue biaisé à une base de données représentative utilisant des principes et des méthodes d'épidémiologie. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir parmi nous Joanna Merks, qui est épidémiologue, pédiatre et sur-spécialiste en maladies infectieuses. Joanna détient une maîtrise en épidémiologie de l'Université McGill ainsi qu'un doctorat en médecine avec une spécialité en pédiatrie de l'Université de Louvain en Belgique. Joanna a complété sa formation dans la surspécialité des maladies infectieuses pédiatriques au Centre universitaire de santé McGill. Elle est titulaire d'un certificat en médecine tropicale de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers en Belgique. Et Joanna est membre associée et chargée de cours au département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail de l'Université McGill. Elle est directrice des affaires médicales Canada pour la Société mondiale de diagnostic biomérieux, spécialisée dans le diagnostic des maladies infectieuses. L'expertise et la recherche de Joanna se situent dans le diagnostic et l'épidémiologie diagnostique dans le domaine des maladies infectieuses et de leur résistance aux antimicrobiens. Elle a publié sur les inégalités sociales et l'application des constructions sociales en médecine. Elle est actuellement co-investigatrice dans les études scolaires belges sur la zéro prévalence du SRAS-CoV-2. Donc, comment ça va fonctionner? Comme d'habitude, on va donner la parole à Dr. Merks pour la présentation. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation dans le module conversation ou les garder pour la fin de la séance où ce qu'on va réserver un bon 15 minutes pour des discussions et questions. Donc, vous pourrez prendre la parole en levant votre main et j'alternerai là entre le module conversation et les personnes qui veulent prendre la parole. Je vous rappelle que les activités de la communauté de pratique, parmi d'autres, sont offertes exclusivement à nos membres et donc pour les personnes qui ne sont pas membres actuellement, mais qui sont autour de l'écran et qui veulent être membres pour pouvoir accéder à nos différentes activités, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais mettre l'adresse courriel dans le module conversation si vous voulez devenir membre et avoir accès là, à nos différentes ressources et activités qu'on offre. Je vous rappelle que la présentation est actuellement enregistrée. Le lien va être déposé sur le site de la communauté de pratique, ainsi qu'avec le lien vers le questionnaire d'évaluation, parce que ceux qui veulent avoir les crédits de formation continue doivent absolument le compléter. Sans plus tarder, je laisse la parole à Dr. Merks. Merci. Et merci pour l'invitation. Conflit d'intérêts. Donc, je suis directrice d'affaires médicales chez Biomérieux Canada depuis 2017.
Aujourd'hui, je veux vous présenter, parce que le rôle dans la transmission du SARS-CoV-2 par les enfants d'âge scolaire et dans les écoles n'est pas bien compris. Et dans cette présentation, je vais vous décrire les composants de la transmission par les enfants et dans les écoles, proposer les plans d'études et considérations nécessaires pour une évaluation valide, identifier les biais présents dans la littérature actuelle et résumer en cours l'état des connaissances et des données manquantes sur le rôle des enfants dans la dynamique de transmission. Donc, je commence avec les composants de la transmission. La transmission d'une infection est une interaction complexe entre les hôtes infectieux et sensibles, un agent et l'environnement. Et dans l'épidémiologie, on appelle ça le triangle épidémiologique. Et vous pouvez voir ici quelques caractéristiques de ces trois comportements importants. Pour qu'un enfant devienne une source possible d'infection, il doit avoir été préalablement exposé au virus, le reproduire et le protéger efficacement. Les probabilités dépendent du type et définition du contact, du pathogène et aussi des hôtes. Et cette composante de la dynamique de transmission, la propagation d'infections au fil du temps, sont biologiques, comportementaux et contextuels. La connaissance des trois composants est nécessaire pour définir une transmission efficace et son évolution dans le temps. Nous avons, entre-temps, une meilleure compréhension des variables qui jouent un rôle plus critique dans la transmission et la dynamique de transmission de SARS-CoV-2, mais elles ne sont pas quantifiées et le contexte compte. La plupart des travaux sur la dynamique de transmission se concentrent sur les hôtes sensibles et calculent le risque d'être infectés. Mais pour savoir si les enfants transmettent le virus aussi efficacement que les adultes, il faut connaître le taux d'attaque secondaire stratifié par l'âge de l'infecteur. Donc, on doit savoir et calculer le nombre de nouveaux cas infectés par un cas initial pour 100 personnes exposées. L'âge est l'une des dimensions les plus importantes qui a un impact sur tous les aspects de propagation de l'épidémie et aussi des conséquences sur la santé. Mais on compte beaucoup de fois et toujours tous ceux qui ont 0 à 18 ans, eux, ils sont tous appelés des enfants. Même les élèves universitaires sont parfois inclus pendant des enfants ou des étudiants. Pour l'infection par SARS-CoV-2, où l'âge compte est très important, une approche plus détaillée est vraiment nécessaire et on doit savoir de qui on parle. Aussi, si on veut investiguer les dynamiques de transmission, les stades d'infectiosité sont plus importants. Ça veut dire que c'est plus important de connaître la période latente, la période infectieuse, que la période d'incubation et de symptômes cliniques. Maintenant, je veux vous présenter comme le plan d'études et des considérations nécessaires pour une évaluation valide de la dynamique de transmission. Des différents modèles et stratégies d'études sont nécessaires pour une évaluation valide et on a besoin de plusieurs pour trouver une réponse au rôle qui jouent les enfants. Et je vais vous donner comme la liste ici un peu des différents modèles et stratégies d'études. On commence avec Household Studies ou les études sur les ménages. Les ménages sont des cadres bien définis qui offrent le contact le plus intense avec et entre les enfants et également avec d'autres membres et des personnes de différentes générations dans le ménage. 2. Des études séroprévalence. Ils nous donnent des informations sur les contacts passés avec le virus et sont très informatives en cas d'infection asymptomatique, comme on sait et qu'on a avec COVID, et pour avoir une idée plus représentative dans la population. Troisièmement, les études prospectives et du cohorte dans les environnements sont critiques et importants pour investiguer la dynamique de transmission.
RCTs, il y en a peu, mais ils ont leur valeur pour investiguer aussi l'impact des différentes interventions, aussi comme l'efficacité des vaccins. Case Control Studies, vous le connaissez probablement si on commence à faire une étude d'éclosion. D'autres inférences peuvent être tirées d'études d'intervention en utilisant des données longitudinales pour évaluer l'impact des mesures de prévention sur la réduction de la transmission. Ils sont, par concept, très utiles pour examiner les interventions d'impact, y compris les écoles ouvertes, fermées, et c'est comme ça que la plupart des études comme Time Series qui sont faites, ils comparent les différences dans les cas de COVID au niveau communautaire et les hospitalisations avant et après la fermeture, réouverture des écoles. Le grand problème de ce type d'études, c'est que les introductions des différentes mesures de prévention étaient impliquées dans le même moment et ça résulte que c'est presque impossible de bien savoir l'impact d'une seule intervention. Les enquêtes de population peuvent certainement améliorer le profil épidémiologique lorsqu'un bon échantillonnage de la population est effectué. Et toutes les études que j'ai comme discutées un peu comme maintenant jusqu'avant, ce sont des plans d'études qui ont en commun le caractère d'observation directe de la série d'événements dont la transmission, par exemple pédiatrique, peut être étudiée lors d'épidémies. Dans un sous-ensemble d'enquêtes, les outils phylogéniques peuvent aussi améliorer la spécificité des résultats. Les aspects plutôt spécifiques comme in vitro peuvent étudier les caractéristiques de transmission du pathogène. Cependant, ce sont des circonstances idéales rarement présentes dans le monde réel. Quand même, les études sur la réponse immunitaire, comme Basic Laboratory Studies aussi, chez les hôtes pédiatriques et son évolution dans le temps ajoutent également des informations cruciales. Tous ces résultats des plans épidémiologiques peuvent ensuite être utilisés dans des modèles mathématiques pour étendre l'inférence à des scénarios hypothétiques ou counterfactual et à des fins de prévision. Une deuxième considération est la generalizability and representativeness de la population étudiée. Les échantillons pédiatriques doivent être prélevés de manière représentative à partir d'une population d'intérêt pour généraliser les inférences et cette population doit être correctement décrite afin que nous puissions évaluer sa validité. Par exemple, si on veut en savoir plus sur la transmission chez les enfants dans les écoles, on doit alors regarder aux enfants dans les écoles et non ceux qui se présentent uniquement à l'hôpital avec un spectre différent de la maladie. Problèmes comme relier, c'était des études de charge virale sur les enfants symptomatiques uniquement pour fournir des données généralisées sur la charge virale chez les enfants qui n'est pas complètement correcte. Autre mention, modèles animaux, on doit se demander comment la transmission entre hamsters se transmet-elle par des dynamiques de transmission et des effets d'intervention dans une classe de 4e année. Troisième considération, les facteurs biologiques, comportementaux et contextuels, y compris les interventions en place, doivent être mesurés, rapportés et pris en compte. La collecte de ces données, y compris les déterminants sociaux de la santé, tels que les quartiers d'origine des cas, la race, l'ethnicité et les facteurs politiques et économiques qui influencent ou peuvent influencer les risques et les réponses comportementales est donc nécessaire. Une quatrième et dernière considération est la nécessité d'interpréter correctement les tests de diagnostic. Il est important de comprendre les différentes méthodes de test et leurs limites. Nous devons déterminer si nous mesurons et voulons, si on veut mesurer la présence de ARN par rapport à la présence de virus infectieux.
De plus, nous devons reconnaître l'importance de la phase pré-analytique du prélèvement des échantillons et l'effet que ça peut avoir sur les performances. Pour la population pédiatrique, il est important que cela puisse se dérouler de manière adaptée aux enfants. En outre, aussi, nous devons interpréter correctement l'élément statistique des résultats des tests et des performances. Les biais le plus présent, qui était le plus présent dans la littérature sur le COVID-19 ont été selection bias and information bias, principalement l'absence de dénominateur ou une mauvaise classification du statut infectieux dans la population plus large. Je commencerai par présenter le concept de bias de sélection, où ici c'est aussi une forme typique de selection bias qui est collider stratification bias. Un graphique acyclique dirigé, DAG, illustrant un scénario dans lequel le bias de sélection faussera l'estimation de l'effet causal du facteur de risque sur le résultat. Les flèches ici dirigées indiquent les effets causaux et les lignes pointillées ici indiquent les associations induites. Notez que le facteur de risque et les résultats peuvent être associés indirectement à la sélection d'échantillons. Pour illustrer l'exemple, et j'utilise vraiment le texte et un article qui était publié en Nature Communication par Griffiths, qui s'apporte sur le selection bias dans la littérature de COVID-19. Et l'exemple qui n'est pas de COVID, mais qui vous donne comme ça, on peut mieux interpréter ce qui est selection bias, est l'exemple ici. Donc, il faut considérer la capacité académique et la capacité sportive à chaque sélection d'influence dans une école prestigieuse, comme académie sportive. Comme le montre ici, ces traits sont négligeables dans la population en général, donc il n'y a pas d'association, ils ne sont pas corrélés. Mais comme ils sont sélectionnés pour l'inscription, deviennent fortement corrélés lors de l'analyse des seuls individus sélectionnés. Donc, si on va prendre comme un sample sélectionné, dans cette sample, oui, on va voir et on va voir on va penser qu'ils sont corrélés. Un exemple de COVID-19 qui examine l'effet d'âge sur l'infection est visualisé ici. Lorsque certains facteurs de risque hypothétiques, par exemple l'âge, et le résultat, par exemple infection oui ou non, ou COVID-19, s'associe chacun à la sélection de l'échantillon. Ici, par exemple, la collecte volontaire de données via des applications de téléphone mobile, le facteur de risque hypothétique et les résultats seront associés au sein de l'échantillon. Un autre exemple pédiatrique est la littérature qui a été initialement rapportée sur le rôle de la race et de l'ethnicité dans le syndrome inflammatoire pédiatrique. À Paris, la cohorte initiale des enfants atteints du syndrome inflammatoire était majoritairement d'origine subsaharienne ou caribéenne. Il a donc été conclu que l'appartenance ethnique a un effet causal sur le syndrome inflammatoire. Ceci est un exemple de l'étude des facteurs de risque d'infection et de maladie dans un sous-groupe sélectionné et non représentatif de la population conduit à des inférences déformées. Il existe cependant un biais de sélection et une interprétation déformée avec un sous-diagnostic à ce moment de l'infection pédiatrique par le SARS-CoV-2. En outre, la race-ethnicité a aussi été interprétée comme une variable biologique où le modèle et ce qui est vu sont compréhensibles et doivent être interprétés en termes de différences et d'inégalités socio-économiques. Deuxième biais qui était très pertinente dans la littérature de COVID, c'était le dénominateur manquant, qui a faussé notre interprétation et notre calcul, surtout comme the case fatality rate, infection fatality rate. Un autre exemple pour les écoles, si on ne prend pas compte de la population totale
pour les écoles le nombre de total d'écoles ouvertes et d'élèves exposés, ça peut nous donner un nombre déformé de cas et de l'épidémie dans des écoles. Donc, pour conclure, la conception et l'analyse de l'étude doivent éviter et évaluer la présence de biais, plus spécifique, selection bias, comme j'ai expliqué, information bias, missing data measurement error, et aussi, on doit prendre note et calculer le biais de confusion provenant des facteurs de risque non ajustés en corrélation avec l'exposition. Je vais terminer avec l'état des connaissances. Il y a comme un Living Systematic Review qui est fait par McMaster sur quel est le rôle des écoles et des garderies sur la transmission de SARS-CoV-2. La bonne nouvelle est qu'il y a une amélioration de la qualité des preuves. Maintenant, il y a 88 études qui sont incluses et leur dernier rapport était le 21 janvier. Je présente quelques résultats aussi de leur review, mais aussi quelques données de nous-mêmes en Belgique et aussi quelques articles récemment publiés. Et d'abord aussi, qu'est-ce qu'on sait sur des symptômes et maladies comme burden of disease dans la population pédiatrique? Ce que nous avons compris dès le départ, c'est que l'âge est l'un des facteurs les plus importants dans le pronostic des personnes infectées par SARS-CoV-2. Nous sommes tous d'accord sur le fardeau de la maladie dépendant de l'âge, que ça dépend vraiment de l'âge. Et il y a un faible fardeau chez les enfants, surtout en comparant aux adultes. On sait qu'il y a le syndrome inflammatoire, mais ça reste cependant très rare. Plutôt l'âge médian, 8-9 ans, et avec le groupe entre 5 et 9 ans, 25 des cas. Ce sont des données des États-Unis et avec un traitement très favorisable. Qu'est-ce qu'on sait? Comment les enfants de la communauté, comment est-ce qu'ils se présentent? Est-ce qu'ils sont beaucoup plus souvent asymptomatiques? On a entendu et vu des études avec, par exemple, 60% des enfants qui étaient infectés mais qui n'ont jamais eu de symptômes, comme dans Israël. Des autres études, 40% en France. Cette revue systématique par Wiener nous apporte encore comme le pourcentage de 20% qui ne change pas beaucoup de ce qu'on pense maintenant aussi des adultes. Mais on n'est pas, le dernier mot n'est pas fait. La mise en garde des études sur les symptômes et la séroprévalence, les épisodes, il y a plein et beaucoup d'épisodes si on demande pour des épisodes symptomatiques pour les enfants et c'est vraiment non spécifique dans la population pédiatrique. À propos du COVID et la mortalité, l'âge est le meilleur prédicteur de décès une fois infecté avec le virus. Je pourrais vous présenter, il y a des belles exemples d'IFR, CFR aussi spécifiques à l'âge. Cependant, j'aime bien cette graphique qui est de très tôt dans l'épidémie, mais ça reste encore vrai qu'il y a, si on voit ici, c'est la répartition par âge des taux de mortalité et on compare ici en bleu ici, c'est l'influenza de 1918 et COVID deaths, que pour COVID, c'est vraiment linéaire avec l'âge. Qu'en est-il de la probabilité que les enfants soient infectés lorsqu'ils sont en contact avec une personne infectieuse? Même si les preuves issues des études de recherche des contacts restent contradictoires, il semble toujours que les enfants sont moins susceptibles que les enfants d'être infectés. Aussi, maintenant que nous regardons, qu'on regarde plus attentivement notre dénominateur et que nous allons plus loin dans le diagnostic des infections chez les enfants, ceci se présente, ce sont des données d'une revue systématique qui a combiné les données de 18 études de recherche et aussi de 14 études de dépistage de population. Et on a trouvé un odds ratio, c'est les enfants par rapport aux adultes, de 0,56 en général. Et ici, ce sont je vous présente le odds que l'enfant va être infecté en comparant avec l'adulte. Pour les enfants plus jeunes, un odds de 0,52
Et ici, si on compare avec des études faites où on a des données pour des adolescents, c'est 0,70 ou 72. Les estimations issues des études de dépistage de la population, qui est plus comme utile parce que ça peut nous donner vraiment de risk ratios, qui est beaucoup plus simple à interpréter comme un odds or odds ratio. Cette étude, ils sont pleins d'études de séroprévalence et aussi des autres études qui ont cherché le virus aigu, mais ils ont montré une hétérogénéité majeure, donc il n'y a pas une conclusion, mais vous pouvez voir que le risk ratio reste encore qu'il y a lower risk in children pour être infectés. Une autre revue systématique et méta-analyse traduit cela en taux d'attaque secondaire, ce que je dis que c'est intéressant à savoir, mais ici, c'est aussi pour la susceptibility. En comparant les adultes et les enfants, cette étude comprend des études jusqu'à octobre 2020 et les taux d'attaque secondaire des ménages étaient 28% chez les adultes et 17% chez les enfants contacts, qui est différent, mais si on regarde comme les intervalles de confiance, c'est pas trop différent. Maintenant, je vais vous résumer brièvement l'état des connaissances par plan d'études. D'abord, des études sur les ménages, sur la sensibilité. On manque encore des détails sur le taux d'attaque secondaire stratifié par l'âge d'infecteur. Ici, c'est un exemple de Wuhan qui a quand même ce sont des données de décembre 2019, donc vraiment dans le début jusqu'à avril 2020, et où ils ont pris les données de plus que 27 000 de ménages et plus que 57 000 contacts familiaux. Et eux, quand ils ont eu un taux d'attaque secondaire estimé à 15,6%, ici, ils ont aussi mis les différentes attaques comme secondary attack rate si on compare, et ici quand même, on compare encore le odds of infection dépendant du groupe de l'âge de la personne qui était infectée. Et le problème est qu'ils ont seulement donné un aggregate number de odds pour les personnes pour le odds of onward transmission, donc pour le transmettre aux autres personnes, et tout un aggregate pour tous les enfants qui étaient moins de 20 ans, mais le numéro est très limité et une grande partie des groupes est de plus de 15 ans. 2, qu'est-ce qu'on a appris des études prospectives comme Prospective Cohort Studies, des investigations profondes des éclosions des écoles et de la surveillance. Donc, l'échantillonnage aléatoire des écoles et des élèves pour identifier les cas asymptomatiques non détectés dans l'école, finalement, c'est fait. On a des données. Relativement, en général, il y a peu de nouveaux cas. Le nombre d'éclosions signalées relativement en milieu scolaire est faible, mais il y a des limitations des données, le source d'infection ou la transmission dans les situations où plusieurs cas sont souvent manquants. Un exemple d'étude, c'est une étude récemment faite donc dans le mois de novembre, au moment qu'il y avait haute transmission communautaire en Suisse, sur presque 1300 enfants invités. Ils ont vu qu'il y avait un point prevalence, donc d'infection aiguë de 0,2% dans cette population, où ils ont comme faire un swab deux fois dans toute cette population. Des autres exemples, celui-ci, c'est un article récemment publié dans CID, Transmission of SARS-CoV-2 among children in summer schools in Barcelona. Donc là aussi, très peu de cas dans le groupe qui était présent dans les écoles. On voit ici secondary attack rate, mais peu de cas qui étaient le plus bas dans les personnes plus âgées de 17 ans, mais les numéros sont petits. Ce qui est important de prendre de cette étude, c'est qu'au moment que le numéro, le RT, était 1,9 dans la communauté, dans cette population, c'était 0,3. Autre exemple intéressant,
qui a fait en novembre 2020 en Berlin. Ils ont examiné les infections et la séroréactivité dans 24 classes scolaires sélectionnées au hasard et des foyers connectés à cet étudiant. Ici, vous voyez des données comme PCR positivity, antibody positivity dans des étudiants, mais ce sont des étudiants primaires et secondaires, des professeurs, staff and household members, où vous voyez il n'y a pas beaucoup de différence et que dans cette étude, il y avait comme un secondary attack rate dans les ménages associés de 1,1%. Autre effort qu'ils ont fait dans l'Angleterre, c'est comme un peu, il y a beaucoup d'informations ici, mais pour reprendre aussi en Angleterre, c'est vrai que au moment, dans l'été, ils ont pris des échantillons dans une très grande groupe d'étudiants. Ils n'ont pas trouvé beaucoup de cas. À ce moment-là, déjà, une séroprévalence tellement comme haute en Angleterre, dans des nouveaux rounds dépistage, ils n'ont pas trouvé des cas ou une en novembre et ils ont vu un seroconversion rate de 3,7% pendant toute cette période de surveillance. Ici, très court, quelques données belges et de la région flamande où on a fait et on a développé comme un système de surveillance dans les écoles où on doit rapporter les cas positifs des étudiants d'écoles élémentaires et secondaires et aussi de maternelle. C'est une étude ou une surveillance prospective et c'est une population des écoles qu'on peut comparaître un peu avec Québec. Et c'était fait dans le School Health Network System qu'on a en Flandre et ce sont des données de septembre jusqu'à février. Ici, vous pouvez le résultat et le numéro de cas, mais le numéro de cas par semaine, par 100,000 enfants et par âge, par groupe de âge. Et vous voyez ici comme le temps, c'est quand a commencé l'école juste avant le spring break, March break qu'on a en Belgique. Vous voyez ici en gris les périodes de vacances dans les écoles. Et vous voyez aussi cette ligne, il nous dit un changement d'algorithme pour tester, pour prendre des échantillons des personnes où on a, pendant une période limitée, c'était seulement possible d'être testé si on avait des symptômes. Ça peut être difficile pour voir la différence entre âges, mais de ces données, on voit vraiment clairement quand on commence de plus jeunes jusqu'à plus aînés. On prend deux classes ici ensemble. Après de changer, par exemple, et que les enfants de secondaire des dernières 4 ans restaient mi-temps à la maison, on a vu que cette différence entre âge a diminué et a changé. Et autre chose, en Belgique, il n'y a pas de masque pour les enfants moins de 12 ans. On voit que maintenant, comme les cas, ils sont un peu plus hauts maintenant pour les enfants qui sont dans comme grade 3, 4, 5, 6 d'école élémentaire et qui sont un peu plus grands que, par exemple, les premières années d'école secondaire. On doit toujours mettre ça dans le contexte tester. Est-ce qu'on fait des tests ou non avec des enfants? Vous pouvez voir ici, oui, on a fait plein de tests aussi en septembre, octobre, mais ils n'étaient pas positifs. Et après, c'est ici avec la deuxième vague qu'on a aussi vu les cas en Belgique chez les enfants. Ici, c'est un heat map où vous pouvez voir
c'est comme de préscolaire, de maternelle, après les premières 2 années élémentaires et aussi comme jusqu'aux les dernières années de secondaire, en comparaison weekly incidence per 100,000 de la communauté de eux qui ont 20 ans jusqu'à 80 ans dans la communauté et le changement avec le temps et les différentes interventions qui étaient mises en place. Si on regarde au final comme cumulative incidence per 100 population, on voit encore que la ségrégation est plus élevée dans les écoles secondaires que les écoles élémentaires et dans les écoles ayant des concentrations disproportionnées d'élèves défavorisés, qu'on voit que, comme avec le social economic status des élèves, et ce sont des indicateurs scolaires qui aussi sont utilisés dans le système scolaire flamand, ils sont pupil level based et qu'avec une diminution du statut socio-économique, il y a une augmentation de cas cumulatifs dans des élèves rapportés dans le système de surveillance. Maintenant, où est-ce qu'on est les données qui nous donnent les études de séroprévalence? Il faut mentionner, si on regarde tous les types et toutes les études séroprévalence qui sont faites, qu'il y a très peu qui sont faits dans ce contexte des écoles. On va vraiment, parce que c'est même trop peu pour le voir, cette ligne, parce que les études qui sont faites avec comme un study population, qui sont des étudiants ou de daycares, que c'est vraiment le numéro des études faites, c'est encore très limité. Et c'est important parce que si on va interpréter comme la séroprévalence dans cette étude faite, on voit si on fait la comparaison avec le séroprevalence en général et tout ensemble dans des études, dans des enfants, dans un contexte des écoles, que c'est plus bas que par exemple si on va faire des études de ménage et que c'est différent si on va faire et calculer la séroprévalence par exemple seulement en regardant les enfants qui ont eu un contact direct avec un cas connu confirmé de COVID-19. Vous savez probablement aussi en Québec qu'ils sont en train de faire une grande étude où j'ai communiqué avec Dr. Kate Zinzer où on va aussi avoir des données pour Montréal. En Suisse, ils ont fait déjà et ils ont donné les données des études de prévalence dans différentes écoles avec 55 écoles qui étaient incluses, presque 300 classes et on voit comme leur séroprévalence qui a augmenté avec le temps. Et ici, vous pouvez voir un peu le niveau des différentes classes et niveaux scolaires et leur comparaison dans le temps. Très court, qu'est-ce qu'on a en Belgique? On est aussi en train de faire une étude de séroprévalence belge. Les résultats, il manque encore. Très court ici, une petite étude qu'on a fait où on a mesuré les contacts, donc la séroprévalence en mesurant les anticorps dans le sérum et la salive. On a comparé 2 municipalités qui avaient un antécédent très différent dans la première vague. Une municipalité avec une très haute taux d'infection, avec une communauté de très peu. Quand est-ce qu'on a pris le test, quand est-ce qu'on a fait l'étude, c'était juste avant la deuxième vague en Belgique. On a vu que si on fait la comparaison, et donc ça c'était dans des écoles, la comparaison est faite entre les élèves d'école primaire et les 3 premières années d'école secondaire, donc pas les adolescents de plus de 15 ans. Quand on fait la comparaison
on voit une petite différence entre école primaire et les premières années de secondaire, mais quand même, si on va regarder et si on compare cette différence dans primaire, secondaire, dans une zone de haute transmission, cette différence n'est plus là. Mais oui, on a vu que le taux d'infection, ça va influencer la séroprévalence dans les enfants aussi si on compare les deux municipalités. On a aussi des autres données et on sait qu'il y a un plus haut risque d'être séropositif pour l'enfant s'il y avait un contact positif dans la maison et si leurs parents étaient comme un travailleur de la santé. Quatrièmement, time series. Ici, je vais être, comme vous pouvez voir, comme les détails. En général, il ne trouve pas d'impact de l'ouverture des écoles sur les cas de COVID-19 ou des hospitalisations. En Floride, ils ont fait une étude où ils trouvé un impact, mais c'est là où c'était très difficile pour savoir si c'était vraiment l'impact des écoles. Dans une plus grande étude, ils n'ont pas vu l'influence. Est-ce que la communauté va influencer le numéro dans les écoles? Oui, il y a d'évidence que ça augmente les cas qu'on va retrouver dans les écoles. Les études de modélisation peuvent être utiles. Moi, je dirais que nous devons faire un meilleur travail en rassemblant des données primaires pour mieux comprendre les études de modélisation et que, comme ça, on peut diminuer comme des assumptions ou les hypothèses qu'on formule. Les études sur la réponse immunitaire chez les hôtes pédiatriques et son évolution pendant le temps, c'est très important. On a des nouvelles comme insights ou vues, connaissances, par exemple, sur l'importance de innate immune reaction chez les enfants qui peut être, qu'on voit maintenant qui est différent si on compare avec les adultes. Donc, est-ce qu'il y a encore plein de questions qu'on n'a pas de réponse? Oui, la transmissibilité et ça en relation selon l'âge, c'est pas quantifié. Le taux d'attaque secondaire en milieu scolaire, on n'a pas vraiment ce numéro qui est quand même intéressant et ni les interventions non pharmaceutiques, leur effet non plus est vraiment quantifié. On est tout, et surtout si on travaille sur le terrain, aussi si on fait des études, c'est clair, il y a des limites et des défis de la recherche chez les écoliers pour l'infection. La communication est cruciale, mais c'est pas simple. Il y a des aspects légaux pour faire des études. L'organisation est complexe. Le financement pour faire des études, c'est non plus toujours évident. L'infrastructure n'est pas vraiment faite pour faire des études dans les communautés scolaires. Et aussi, on sait que santé publique, université ou l'académie, soins cliniques, il y a des ressources limitées, il y a le temps limité, il y a des différents points de vue. Donc, ce n'est pas toujours facile pour faire des études et pour avoir les résultats en temps. Donc, pour conclure, la dynamique de transmission reste en grande ligne non quantifiée, mais on sait beaucoup mieux. La susceptibility decreased dans les enfants, oui. L'impact direct de la maladie est limité. En onward transmission dans les écoles peut être atténué et limité. Au ménage, ça arrive, c'est clair. L'effet sur la dynamique de transmission communautaire est non quantifié. La recherche communautaire avec soin pour la collecte de données et amélioration des structures de recherche est encore nécessaire. Les enfants ont besoin d'une voix et c'est à nous vraiment à eux donner une base de recherche et d'épreuves de haute qualité parce qu'on doit le faire pour les enfants. Et après, good policies are political decisions and they should take into account the counterfactual and the indirect negative effects of school closures on children.
Merci. Super, merci beaucoup, Dr. Merckx. Il y avait des questions dans le module conversation que je vais aller chercher. Il y avait Dr. Régent Dion qui se demandait sur les taux d'attaque secondaires s'ils étaient basés seulement sur les manifestations cliniques ou s'ils étaient basés sur l'infection, c'est-à-dire la détection d'acide nucléique chez les personnes symptomatiques et asymptomatiques. Parce qu'il se disait, pour une personne asymptomatique, comment s'assurer que l'exposition au cas primaire est bien la source? Donc c'est vrai que les taux d'attaque secondaire, que le grand problème était quand on a commencé que on n'avait pas tous les données et que c'était pas clair s'ils avaient fait des tests pour tout le monde. Maintenant, il y a beaucoup plus d'informations et des données où oui, on fait une investigation plus profonde. Par exemple, l'exemple que j'ai donné dans cette école en Espagne, oui, ils ont fait comme le swab et ils ont regardé. C'est beaucoup plus investigué que seulement en regardant les symptômes. Donc, de plus en plus, on va avoir un numéro comme plus réel de la vie réelle. Mais parce qu'il y a, oui, j'ai comme présenté quelques données, eux qui sont là de cette étude d'Espagne, ils ont pris l'épreuve aussi dans des différentes études prospectives. Si on parle des études en ménage, c'est là et surtout dans les grandes études qui étaient faites comme en Wuhan et aussi après il y a des autres en Inde, là c'est clair qu'ils n'ont pas toute l'investigation n'est pas fait comme très détaillée et que c'est clair qu'il y a misclassification et surtout dans la population plus jeune. Merci beaucoup pour la clarification. Donc, il y a une autre question. Il y a une main levée, donc c'est Dr. Soto. Dr. Soto, allez-y. Oui, bonjour, Dr. Merckx. Merci beaucoup pour cette excellente présentation, une belle révision. Ma question, c'est concernant dans le temps que nous sommes aujourd'hui dans la pandémie, et le rôle des enfants futurs. Parce que vous avez montré dans vos présentations comment, avec le temps, on connaît un peu plus le rôle que peuvent jouer les enfants. On sait qu'ils peuvent transmettre, pas dans la même fréquence qu'un adulte, mais ils peuvent transmettre. On voit quand même une augmentation, comme vous avez mentionné bien, de l'incidence de l'infection chez les enfants et surtout dans les écoles. On observe aussi des éclosions. Et actuellement, nous sommes dans l'étape des variantes aussi, qui sont beaucoup plus contagieuses. Cependant, tout le programme de vaccination, évidemment, parce que les études ont été faites en adultes, sont concentrées sur les adultes. Et quel rôle vont jouer les enfants dans le futur? Parce que c'est une pandémie qui, évidemment, va à un moment donné être contrôlée, mais va continuer d'une certaine façon. Donc, est-ce qu'il y a raison à penser que les enfants, surtout les moins de 14 ans, pourraient jouer un rôle précisément dans l'entretien de la pandémie et éventuellement devraient être considérés aussi dans des plans de vaccination? Mais donc, ce qui est clair, que c'est dynamique et c'est que ça va changer pendant le temps. Pour moi, c'est pas une surprise que maintenant on va voir beaucoup plus dans les enfants parce que on a fait la décision que les écoles restent ouvertes. Donc, il y a des contacts qui sont là. C'est une décision politique qui prend beaucoup plus des aspects pour le bien-être des enfants ensemble. Mais c'est clair que là, dans un moment qu'il y a encore beaucoup plus de restrictions dans le reste de la population, en moment qu'on va vacciner tout le monde sauf les enfants, c'est clair que proportionnellement, ça va être très présente et augmenter dans les écoles et probablement, comme avec beaucoup des infections, après, on reste avec les écoles et les jeunes parce que c'est aussi la seule manière comme the entrance of susceptibles, on est né pas immunisé, on est enfant, donc c'est comme ça, c'est pour toutes les autres infections aussi qu'ils entrent la population. Donc, dans le futur, oui, ça va être un problème pédiatrique
et dans les écoles et surtout aussi dans comment qu'est-ce qu'on fait et comment toutes les interventions et surtout le vaccin qui est le plus efficace pour changer quelque chose dans le dynamique. Si on attend plus longtemps pour les enfants, c'est là où on va voir les infections. Mais là, pour ça, c'est important de continuer et même augmenter les études qu'on fait pour quantifier beaucoup mieux qu'est-ce qui se passe et aussi de savoir très détaillé c'est quoi les effets des différentes interventions parce que comme ça, on peut quand même garder la transmission acceptable. C'est clair qu'un 0 dans les écoles et pour le futur, et avec les enfants, ça va pas se passer puisqu'ils sont tous vaccinés aussi. Donc oui, ça va être le problème et on va tout penser à ce moment-là que le seul problème est chez les enfants et c'est là. Mais si on commence, parce que tout le monde, on compare avec le reste et les adultes. C'est pas les enfants qui ont changé, c'est le reste, les adultes qui ont changé. Et eux, c'est diminué et donc ça devient un niveau comme c'est le comparateur qu'on fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait une autre question parmi les personnes qui sont connectées? Vous pouvez, gênez-vous pas là, à lever votre main. On a l'opportunité d'avoir quelqu'un de vive voix. On est tout le temps sur notre ordinateur à écrire des courriels. C'est le temps de se voir puis de se parler. Donc, il nous reste encore quelques minutes. Moi, je vois un commentaire aussi comme les profils de séquençage du génome entier, ils peuvent aider. Donc, ça, c'est vrai. Donc, ça a une partie des types d'études ou comme un tool qu'on peut utiliser dans les études. C'est clair. Ça, c'était un commentaire de Dr. Dion. Effectivement, il y a un comité justement là, qui permet d'évaluer un peu les situations où ce que le séquençage pourrait être tout à fait utilisé. Il y avait une autre question que je viens de voir dans le module conversation, c'est Nancy Wade qui se demandait, on a bien vu la quantification de la transmission de l'adulte vers l'enfant dans sa famille, mais que sait-on de la transmission à la famille d'un enfant contaminé à l'école? Qu'est-ce que c'est la transmission à la fin? Donc, là, la seule étude qui était, et c'était celle de Berlin, où ils ont, donc, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont regardé, ils ont cherché des cas dans des écoles. Au moment qu'ils ont, dans les écoles, des élèves et comme staff members, et après, ils ont aussi fait le dépistage dans les familles. Et c'est là qu'ils ont vu qu'ils avaient un taux d'attaque secondaire de 1,1% dans les familles des élèves. Mais ça, c'était si on prend tout le groupe ensemble, ils ont vu que, je pense que c'était quand même 6 des 9 enfants qui étaient revenus à leur famille où il y avait un cas secondaire, mais beaucoup de fois, ce ne sont pas plusieurs cas, mais donc ça ne doit pas toujours arriver que la famille va être infectée. Mais là aussi, si on a seulement les données de 6 familles ou c'est pas suffisant. C'est clair que là, on doit avoir encore beaucoup plus d'études pour avoir comme le taux secondaire d'attaque dans les familles après des cas dans les écoles. Parfait. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole parmi les... C'est vraiment impressionnant. À un moment donné, on était 140 personnes connectées. Là, on est rendu à 122. J'assume que c'est parce que là, on arrive à la fin de la conférence. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut lever la main pour poser une question, n'hésitez pas.
En attendant, peut-être que je vais juste vous rappeler que la présentation a été enregistrée. Donc, le lien, je vais la déposer sur la plateforme de la communauté de pratique ainsi que la présentation. Je vais aussi afficher le lien vers l'évaluation de la conférence. Et je vois qu'il y a Dr. Soto qui avait une autre question. Oui, puisqu'il y a quelques minutes, est-ce qu'on connaît un petit peu plus la distribution vorace selon l'infection de nouveaux variantes qui circulent actuellement? Est-ce que les enfants semblent... est-ce qu'il y a une différence par rapport à la souche Wuhan? Donc, tout ce qu'il y a et qu'on sait maintenant, dans aussi les différentes pays, on voit que petit à petit, et c'était surtout en Europe, le variant de l'Angleterre, qu'il a pris la majorité des cas, que c'était comme de 25%, de 50%. Là, de ce qu'on sait, c'est que la distribution, c'est également enfants, adultes. C'est pas que les enfants, maintenant, ils vont avoir beaucoup plus des nouveaux variants et que les adultes, ils restent encore avec leurs variants en avant. C'est vraiment proportionnel. Et encore, donc, mais il prend tout leur proportion des variants. D'accord, merci. C'est ça mais je pense qu'on manque encore, maintenant, beaucoup de pays, ils augmentent le séquençage qu'on fait. Et par exemple, je sais aussi comme en Belgique, ils font beaucoup plus. Et aussi, quand on va investiguer des éclosions, un exemple, par exemple, en Anvers, ils ont fermé deux écoles aussi comme de 1000 enfants où il y avait des variants, mais là, ils ont trouvé aucune cas secondaire après que ça était dans les écoles. D'accord. Merci. Parfait. Il y a une autre question de Gabrielle Vermette. Donc, Gabrielle, juste activer votre micro. Bonjour, merci beaucoup pour l'excellente présentation d'avant. Est-ce que les études nous parlent du taux d'attaque secondaire avec le variant? Est-ce qu'il y a des études là, qui ont été complétées pour nous parler de ce taux-là d'abord? Donc, de ce que moi je sais, il n'y a rien qui est publié dans le contexte des écoles. Donc, ce que je sais jusqu'à maintenant, il n'y a pas, c'est clair, parce qu'on fait les études et comme j'ai dit, si dans le pays que je connais le mieux, comme Belgique, on fait le séquençage aussi des éclosions dans les écoles et on va le rapporter, mais j'ai pas comme vu des très claires données qui sont vraiment dans les écoles. D'accord. Peut-être une deuxième question, si vous me la permettez. Oui. Est-ce qu'on a des études qui nous montrent avec, par exemple, comme intervention, le port du masque, à combien on diminue notre taux de transmission, par exemple? Non? Donc, c'est ça que je dis que ce qui en manque vraiment, vraiment, c'est quantifier combien, avec toutes sortes d'interventions, on va diminuer. Et moi, je pense que c'est encore plus important de faire cette étude dans les écoles et les enfants parce qu'on n'a pas le vaccin. Donc là, savoir si on fait, et si ce qu'on fait de bon sens, ça aide. Je veux déjà commencer à dire, j'aimerais bien faire la comparaison entre Québec et Flandre, où vous voyez qu'on ne fait pas de masque dans les moins de 12 ans. Ici, on fait de masque. Nous, on a vu vraiment qu'avec le porte-masque dans les plus années, que eux, leurs cas, ils ont diminué, mais pas. Donc la différence est augmentée avec les jeunes qui ont comme 10 ans, 11 ans dans élémentaire. Ça sera intéressant de voir si on voit le même ici en Québec, si on compare les interventions comment et quand ils sont mis, et si on voit une différence entre les âges et les différentes interventions, et on compare avec des autres
régions comme Belgique, mais ça reste toujours très difficile. Le meilleur sera comme faire vraiment, et qu'on faisait des études plus détaillées, presque, et qu'on change des petites choses d'intervention pour mesurer l'impact. Merci beaucoup pour la réponse. Donc, il est déjà 13 heures et on doit malheureusement se quitter, mais ça sera pour une prochaine. Il y a une prochaine conférence web qui va avoir lieu justement au mois d'avril, le 14 avril, et ça va être sur, pas la COVID, ben presque. On parle des zoonoses qui vont être influencées par les changements climatiques et les risques en milieu de travail. Sur ça, j'aimerais vraiment remercier Dr. Merckx pour la belle présentation et pour le temps qu'elle nous a dégagé là, pour nous faire cette prestation. Donc, au nom de tous les membres et de l'équipe conseil de la communauté de pratique, on vous remercie et on remercie également à tous les membres là, qui ont participé à la conférence. Donc, merci beaucoup. Merci. Passez une belle après-midi. Au revoir à tous.